On démarre avec la première présentation de David Cassac, donc, qui est vice-président de l'usage pédagogique du numérique, ou du numérique pour l'usage pédagogique. Mon VPNU, je dis ça à l'ancienne. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup pour l'organisation de cette journée. Donc, à la fois à la FIED, Henri Benoît, l'IAE, et bien sûr Christophe, qui se sauve à ce moment-là, c'est normal. Donc, je vais avoir le plaisir de faire. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur effectivement une introduction sur les IA génératives. Et puis pour vous parler un petit peu des enjeux pour la formation et des actions à l'Université de Montpellier, et donc pour préciser, puisque Christophe a eu un peu de mal à redonner quelle est ma position au niveau de l'Université de Montpellier, donc je suis vice-président délégué au numérique pour la formation. Donc je m'occupe effectivement de tous ces aspects liés à la pédagogie numérique. Et donc là, je vais vous faire cette introduction sur les IA génératives, mais aussi un peu avec un autre regard, qui est ma casquette de physicien, parce que je suis professeur à la faculté des sciences et co-responsable d'un master de physique numérique, où le sujet, c'est justement de résoudre des problèmes de physique avec le numérique. Et bien sûr, on s'est emparé aussi depuis plusieurs années de ce sujet de l'IA, alors pas générative, mais en tout cas, ce qui concerne le deep learning. Donc ça fait depuis 2021, je fais des enseignements donc d'introduction au deep learning pour les physiciens, et donc ce qui permet en fait aussi d'avoir une certaine vision par rapport à ce qui est sous-jacent à ces IA génératives, puisqu'elles sont effectivement basées toutes sur ces aspects donc de deep learning. Alors, pour vous situer ces notions, en fait, donc, le deep learning, c'est une sous-partie de l'intelligence artificielle qui traite plus particulièrement donc, ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui est basé sur des réseaux de neurones artificiels. Donc, tout ça, c'est une sous-partie de quelque chose de plus large qui est le machine learning. Je vais y revenir. C'est une partie donc, de l'intelligence artificielle où on cherche à avoir des machines qui apprennent. Et puis, de manière plus globale, dans l'intelligence artificielle, vous avez aussi des choses qui ne relèvent pas de cet apprentissage automatique, mais qui relèvent du système expert, par exemple, où on va définir un certain nombre de règles pour avoir un dispositif qui possède une certaine expertise. Donc, si on regarde justement en fait un peu les spécificités qu'il peut y avoir quand on parle de machine learning, c'est que c'est une autre approche de la programmation par rapport à la programmation classique. Dans de la programmation classique, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va donner des règles à la machine, on va lui fournir des données, et à partir de là, la machine va nous fournir des résultats. Quand on fait du machine learning, la situation est très très différente. C'est-à-dire qu'on va au départ mettre un algorithme qui permet à la machine d'apprendre, et ce que l'on va faire ensuite, c'est on va fournir des données, des résultats, et c'est la machine qui va inventer les règles, qui va déterminer par elle-même les règles. Pour illustrer ça, eh bien, on va prendre donc 10 000 images de chat, 10 000 images de chien, on va lui dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, et quand on aura passé comme ça donc, ces 10 000 images, eh bien, on sera capable à ce moment-là, donc ça c'est ce qu'on va appeler une phase d'entraînement, et ensuite, eh bien, on va pouvoir lui donner une nouvelle image, et cette image-là, qui n'aura pas été vue auparavant, eh bien, la machine va être capable de nous dire, bien ça, c'est un chat à 90% de chance. Et ça, c'est la partie qu'on va appeler l'inférence. Alors, je fais aussi cette distinction entre la partie entraînement et inférence, parce qu'il faut le savoir, et quand vous utilisez des IA génératives ou autres, eh bien, vous êtes dans un mode d'inférence, la machine n'apprend pas de toutes les interactions que vous avez avec elle et des données que vous fournissez. Par contre, effectivement, ces données peuvent être mémorisées, stockées, et à ce moment-là, servir pour un futur entraînement. Mais, par défaut, il n'y a pas d'apprentissage qui se fait à ce moment-là. Alors, si on vient plus particulièrement sur le grand dispositif qui a
a mis en avant les IA génératives, eh bien c'est ce qu'on appelle donc les grands modèles de langage. Donc ces grands modèles de langage, donc bien sûr sur lesquels sont basés ChatGPT et consorts, c'est basé sur quoi? Donc c'est basé déjà sur un grand réseau de neurones artificiels. Donc par exemple, pour la version donc, qui était sortie de ChatGPT en novembre 2022, eh bien c'est un réseau de neurones artificiels avec 175 milliards de paramètres. Alors, c'est 175 milliards de paramètres, donc ça peut paraître quelque chose d'important, mais si on cherche à faire l'analogie par exemple avec un cerveau humain, dans un cerveau humain, vous avez 86 milliards de neurones, mais en réalité, pour chacun de ces neurones, vous avez à peu près 10 000 synapses. Et quand on parle en fait de ces paramètres qui sont dans les grands modèles de langage, dans ces réseaux de neurones artificiels, en fait, ces paramètres, on peut voir en quelque sorte une certaine correspondance avec cette notion de synapse. Donc vous voyez que, en réalité, même si ces 175 milliards de paramètres, ça peut sembler beaucoup, en comparaison par rapport à un cerveau humain, ça reste quelque chose qui est bien plus petit. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dans ces grands modèles de langage? C'est, comme je vous ai dit, donc un mécanisme d'entraînement qui est présent. Et cet entraînement, il faut voir qu'il a été fait sur un corpus qui est très très large. Un corpus de texte, ça peut être d'autres IA génératifs sur d'autres types de données, mais typiquement, ça va être la totalité, enfin, quelque chose qui est de l'ordre de la totalité de ce qu'on peut trouver sur Internet, de livres et autres. Donc, quand on a le terme GPT de ChatGPT, en fait, ces trois lettres, ça correspond à, d'une part, bon, le G, c'est génératif, le P, c'est pour pre-trained, et puis le T, c'est pour transformer. Donc transformer, parce que quand on parle donc, de réseaux de neurones artificiels, mais il y a différentes architectures aussi pour ces réseaux, et ça, c'est une architecture donc, qui avait été développée en 2017, donc spécifique, par la région de Google, et qui a permis aussi une forte avancée dans ces développements. Donc il y a d'une part un entraînement qui est fait sur ce corpus de texte, et dans cet entraînement-là, eh bien, en quelque sorte, la machine va chercher à apprendre quel est le mot suivant qui peut venir quand on a comment s'appelle, une suite de mots, mais quel est le mot suivant qui va pouvoir être présent, et donc à partir des textes qui sont des textes existants. Ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi une deuxième chose qui est présente donc, dans la façon dont on entraîne, dont on prépare ces grands réseaux, ces droits comme modèle de langage, c'est cette notion d'apprentissage par renforcement. Donc dans l'apprentissage par renforcement, les choses sont un petit peu différentes. Ce qui se passe, c'est la machine va produire une réponse, d'accord, et on va en fait dire est-ce que cette réponse est satisfaisante ou pas satisfaisante, et en fonction de ça, donc elle va adapter son comportement. Et en particulier, donc, ce qui a été fait pour ChatGPT et autres au départ, c'est beaucoup d'apprentissage par renforcement avec feedback humain. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui permet d'avoir un certain alignement par rapport aux attentes humaines, et puis aussi pour voir un petit peu qu'est-ce qui est acceptable ou pas acceptable par rapport à ce que va pouvoir produire le modèle de langage. Et donc, si par exemple, on lui pose une question, comment faire pour tuer quelqu'un, eh bien, on va pouvoir dire, ça, c'est pas quelque chose que l'on peut accepter. Donc, voilà donc ces grands ingrédients. Alors, en tant que physicien, je ne peux pas m'empêcher de parler aussi d'autres aspects qui sont pour moi très importants à avoir en tête quand on parle de ces structures, c'est la notion d'émergence. Ce qu'il faut voir, donc ça c'est un concept qui est bien connu des physiciens, ça a été notamment souligné avec la phrase « More is different », donc du prix Nobel de physique de 77 Philippe Robertson. C'est l'idée qu'en fait, on peut avoir dans un système complexe avec un grand nombre de constituants, eh bien, des comportements qui sont des comportements émergents, et qui de façon autre, c'est un petit peu de se dire que effectivement,
le tout, c'est pas uniquement la somme des parties, c'est autre chose. Et donc, il ne faut pas avoir une vision réductionniste de ces dispositifs qui consisterait à dire, ah ben oui, mais c'est juste un assemblage de neurones qui fait telle ou telle opération mathématique. Il va y avoir donc des effets collectifs qui apparaissent. C'était des choses notamment qui avaient été soulignées par le prix Nobel de physique 2024, John Field, qui justement avait mis en évidence les capacités émergentes donc, de ces réseaux de neurones pour pouvoir arriver à mémoriser les informations. Donc ça, c'est très important. Et de l'émergence, ça veut dire que en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire. Parce qu'il peut y avoir des possibilités, des capacités qui émergent et qui ne sont pas prédictibles. Le deuxième aspect aussi, donc ça c'est quand même assez important parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a dans les outils numériques habituels. Les outils numériques habituels, on a fixé des règles et on sait ce que ça va faire. La deuxième chose, c'est que ces IA génératives ne sont pas déterministes. Donc comme je vous disais, le modèle de langage va prédire quel est le mot suivant qui va arriver. Mais si je suis, par exemple, dans une phrase comme après une longue journée de travail, il est agréable de se détendre en disant un, il va y avoir plusieurs possibilités. Et donc le modèle de langage, lui, va prédire, en fonction donc, de l'apprentissage statistique qu'il a eu sur un grand nombre de textes, eh bien, c'est normalement à 40% un roman, à 35% un livre, à 20% un magazine. Donc, si on était dans un mécanisme qui était un mécanisme de choix du mot le plus probable, on aurait quelque chose de déterministe, on aurait toujours la même réponse. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui va se passer, c'est en fait, il va y avoir un tirage aléatoire parmi ces différentes possibilités, avec une pondération en fonction de la probabilité associée. Et la pondération, en fait, c'est ce qu'on va appeler une température, et ça peut être ajusté de façon à avoir des modèles qui sont plus ou moins créatifs dans les textes qu'ils produisent. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, bien sûr, vous allez poser 2 fois la même question, et bien, vous aurez des réponses différentes. Tout simplement à cause de ce phénomène-là. Et c'est très différent. Quand vous êtes dans un moteur de recherche, vous pouvez poser 2 fois la même requête, et vous aurez la même réponse. Donc, la combinaison de ces effets d'émergence et de ce caractère non déterminé fait qu'on est face à des objets qui sont non prédictibles. Ok, alors bien sûr, bon là je ne vais pas m'étendre, mais je pense que vous êtes bien conscient qu'il y a des limitations, qu'il peut y avoir donc des réponses fausses, des hallucinations, que on peut avoir des réponses biaisées, que tout ça nécessite un esprit critique, qu'il n'y a pas de compréhension humaine, et surtout se dire que ce n'est pas une base de données. Et donc en fait, comme c'est un apprentissage sur un grand corpus de texte, mais sur des probabilités statistiques en quelque sorte, on n'est pas capable de dire la source c'est ceci ou cela. C'est simplement une probabilité d'avoir un certain moment. Alors, quand on va utiliser ça, il y a bien sûr la façon dont on va l'utiliser. Alors ça, je pense que peut-être ça sera repris dans la journée. Il y a l'ingénierie du prompt. Il y a différentes approches pour faire ça. Je cite, puisqu'on est à l'IAE quand même, le modèle Motif TV qui a été développé à l'IAE par Maximilien Moussin et puis Céline Laverset, qui aussi interviendra aujourd'hui. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette figure, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a, on parle de ChatGPT, mais en fait, vous avez ici un nombre énorme de modèles différents, donc de modèles de langage différents. Donc là, ici sur cette figure, vous avez qui sont faits par OpenAI, par Google, Gemini, vous avez DeepSeek, ça c'est les Chinois, vous avez Mistral pour les Français. Ce qui est intéressant quand même dans ce graphique, c'est de voir qu'en réalité, il y a une baisse des coûts qui est extrêmement rapide et qu'on retrouve en quelques mois des modèles qui ont des performances équivalentes, sortis par d'autres acteurs, mais avec des tarifs qui diminuent. Donc ça veut dire aussi que potentiellement, c'est vraiment quelque chose qui va énormément développer. Donc, des évolutions qui sont très rapides. Bon, je vous ai dit, vous avez des modèles en fait du texte, mais il y en a plein d'autres aspects, du son, de la vidéo. On peut avoir des modèles multimodaux. Et puis, on peut faire donc des agents conversationnels spécialisés. Il y a une forte augmentation aussi de
plein d'outils qui intègrent les IA génératives. Et je salue Christophe Battier, qui, avec son réseau IA Forsup, fait une veille très forte sur ce sujet. Je pense qu'il vous en parlera, donc moi je ne vais pas détailler. Simplement, je vais parler de 3 tendances qui pour moi sont importantes. La première tendance, c'est les modèles qu'on appelle avec raisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle avec raisonnement? C'est en fait un modèle qui va découper en quelque sorte en sous-tâches la réponse qu'il va devoir faire et va pouvoir, à ce moment-là, adapter sa réponse. Donc c'est vrai que ça améliore vraiment les capacités de ces choses-là sans pour autant nécessiter des modèles beaucoup plus grands. Les aspects aussi qu'on appelle deep research. Donc là, c'est la capacité, donc il y a plusieurs acteurs qui commencent à offrir ça, ChatGPT, Gemini, de Google, où en fait, votre agent va être capable de chercher un ensemble de sites internet et va vous faire une synthèse, donc ça va prendre une dizaine de minutes, et il va vous faire toute une synthèse, tout un rapport, et c'est pas simplement un résumé, c'est une analyse assez poussée, et ça peut être, si vous testez pour produire des choses comme des cours, ça peut donner des idées. Et puis après, il y a toute une tendance aussi qui monte, c'est les IA agentiques. Alors, les agents en IA, ça fait longtemps que ça existe, mais là, ils sont plus particulièrement basés sur des IA génératives, où là, on va avoir le couplage, en fait, avec d'autres systèmes, d'autres données, et vous avez par exemple, donc, Operator de OpenAI qui est disponible dans la version, qui est la version plus chère avec $200 par mois, où là, carrément, la machine prend la main sur votre navigateur et peut mener des actions. Alors, je vois que Christophe se lève et je vais aller très vite pour terminer. Pour vous dire, donc quand même que je voulais vous parler des actions qui sont mises en place au niveau de l'Université de Montpellier avec le service des usages du numérique. Donc, je salue la représentante Isabelle Foucault de Montpellier et Guillaume, et puis il y a d'autres personnes donc, de ce service. Donc, avec des appels à projets, il y a eu des lauréats à l'IAE dans ces appels à projets qui ont été lancés donc, depuis 2023. On a un groupe de travail sur ces choses-là. On fait pas mal d'actions, des expérimentations, formations, des événements. On a mis en place, pour donner un cadre à ces usages des IA génératives dans la formation, 7 principes, donc vous retrouvez ici, qui ont été votés par la CFBU fin janvier, et qui sont là pour guider justement la façon dont on peut envisager ces usages et en ayant donc des principes basés sur les valeurs de l'établissement. Vous voyez, premier principe, la priorité sur les aspects sur l'utilisation responsable et éclairée. Et, je vous ai mis ici un QR code. Si vous allez sur le site numérique de l'université, vous pouvez retrouver ces principes plus en détail. Il y a des impacts sur l'évaluation, et je vais terminer là-dessus. Bon, c'est que il y a certaines évaluations qui ne sont pas impactées, mais vous en avez d'autres pour lesquels ça peut être potentiellement important. Et donc on organise avec le réseau IA Forsup une journée, donc le 26 juin, sur IA et évaluation, donc sur l'Université de Montpellier, qui est ouverte aussi à l'extérieur, et on aura le plaisir pour accueillir différents acteurs comme Jacques Tardif, donc peut-être quand même, parce que c'est quelqu'un qui est une référence dans le domaine de l'approche par compétences, Christophe Mathieu, Jean-François Van de Poel, qui est quelqu'un qui a développé un modèle qui s'appelle Praxia, donc sur la façon dont on peut envisager de faire évoluer les évaluations, et puis Benjamin Belli, donc de la Startup Knowledge, aussi, qui sera présenté. Donc, si ça vous intéresse, pour poser ces sujets avec nous, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez venir. Alors, soit venir, parce que les places en présentiel sont limitées, mais sinon, à distance aussi. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On peut prendre le temps, 10 minutes de questions. J'ai deux remarques. Est-ce que tu peux revenir sur la slide où tu marques la probabilité, tu sais, 20%, 40%
pour générer les tokens. Juste pour vous donner une petite idée, pour générer un token, en fonction de la dimension du nombre de paramètres dans un modèle, c'est 200 milliards de calculs pour un token. C'est vraiment des trucs de bourrin, quoi, les IA. 200 milliards de calculs pour un modèle généraliste, pour générer un token. Et sur les prix, est-ce que tu es basé sur les prix du marché, les prix affichés? Les prix qui sont présents, là c'est par rapport à des modèles qui peuvent être des modèles gratuits, qui peuvent être des modèles. Donc en fait, en gros, c'est l'estimation par rapport à des modèles où, si tu veux arriver à les faire tourner, par exemple, l'ici TR1, c'est quelque chose qui est disponible. Ah, attends, on t'a piqué tout. Juste pour alerter, c'était juste pour faire une remarque sur les prix. Aujourd'hui, quand ChatGPT vous vend un abonnement, c'est $20, un abonnement de base par mois, eux, ça leur coûte $500. Quand on vous vend $20, eux, ça leur coûte $500. Donc on n'est pas sur une économie stabilisée, on est sur un délire de dumping. Enfin, je pense que c'est un sujet d'étude qui pourrait être assez intéressant. On est vraiment sur du dumping de marché, sur la prise de marché, donc les coûts actuels des abonnements ne représentent pas le coût de fonctionnement. Voilà. C'était juste ce petit détail. Tout à fait. Mais effectivement, ça a baissé. Voilà. Effectivement, là, les modèles chinois ont quand même changé la donne parce que ils ont montré qu'on pouvait aussi avoir des choses avec des coûts inférieurs à tout ce qui était annoncé par les acteurs. Ouais. Mais bon, après, bien sûr, ça, effectivement, est complètement en mouvement, pas stabilisé du tout. Alors, pour les Chinois, juste le DeepSeek, ils disent qu'ils avaient entraîné sur certains types de cartes, les 40, et en fait, on se rend compte qu'ils sont faits sur du H100 aussi. Enfin bref. Donc ça coûte cher aussi. Mais moins. Merci beaucoup. Je vous invite à continuer cette discussion. Il y a des longues pauses et je veux pas trop réduire les pauses parce qu'il y a des exposants